Bienvenue dans On débat, cette semaine consacrée à la médecine traditionnelle africaine. La médecine traditionnelle chinoise a récemment fait appel à l'Artemisia annua, une variété de l'armoise, pour soigner la maladie à coronavirus. À Madagascar, c'est une tisane à base de cette plante médicinale qui est mise en avant par le président lui-même comme étant une solution pour soigner le Covid-19. Alors que beaucoup de pays africains se l'arrachent, l'Organisation mondiale de la santé appelle à faire des essais cliniques pour trancher définitivement la question de son efficacité. Avant d'aborder le débat, j'ai appelé un praticien très prisé à Ziguinchor au Sénégal. Bien qu'il ait débordé en cette période, il a partagé avec moi sa frustration quant à la non-reconnaissance de son activité par la médecine dite moderne. Il a également partagé sa volonté de continuer en faisant fi du regard de l'Occident. Écoutez. Je ne crois même pas à la médecine moderne. Vu par exemple moi les résultats que j'ai faits en 3 semaines sur l'ulcère, le traitement d'ulcère, la colopathie par exemple, en une seule prise, donc à moins de 8 heures de temps c'est fini, colopathie que ce soit fonctionnelle ou chronique. Les hémorroïdes que je traite en 3 semaines, les nerfs sciatiques, arthrose, rhumatisme, arthrite, que je traite en 4 semaines. L'impuissance sexuelle, moi je la traite sans aphrodisiaque. Je ramène par exemple la puissance à 18 ans. Je me dis, mais pourquoi moi être en bas, au-dessous de cette médecine appelée moderne? Et pourquoi Nivaquine n'existait plus dans les pharmacies? Et pourquoi Kinimax, qu'on m'a toujours injecté étant jeune, n'existait plus en pharmacie? Pourquoi alors ça a été là? C'était pour me tuer, pour diminuer peut-être mon espérance de vie. Pourquoi Camoquin, que je donnais à mes enfants, n'existait plus? Pourquoi on retire tout le temps des médicaments? Je ne les crois pas. Moi aussi, ils ne me croient pas. Donc, que chacun reste dans sa base, quoi. Et je sais qu'un jour, j'arriverai peut-être, moi, personnellement, à imposer ma médecine, comme les Chinois ont réussi à imposer la leur. Il faut que les Occidentaux arrêtent de nous traiter de nullards. Je suis catégorique. Ils ne croient pas à ce que j'ai fait. Je ne crois pas à ce qu'ils font. Basta. Je sais que j'ai des limites à ce que j'ai fait. Mais eux aussi, il faut qu'ils reconnaissent leurs limites. Au-delà du continent africain, d'autres pays sont intéressés par cette forme de médecine. C'est le cas des États-Unis où vit Georges. Il est béninois, il importe des produits traditionnels africains et il salue les efforts menés par Madagascar. Écoutez. Les Américains blancs, parmi les Noirs, il y a un besoin qui se fait sentir. Ils demandent ce genre de traitement pour soigner leurs maux. Parce que je connais des gens qui souffraient du cancer que la médecine dite moderne n'a pas pu régler. Et on leur a envoyé des plantes. Ils sont en train d'avoir des améliorations. Mais c'est pas moi-même. J'ai plein de gens à l'étranger à qui on envoie des produits, ceux qui ont des fibromes, qui ne peuvent pas concevoir ce qu'on a traité. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont traités par les plantes. Le vrai problème que rencontre la médecine dite traditionnelle, c'est l'argent, le gain. Le profit ne veut pas que le bon s'exprime. Bâtir l'immunité devait être le réflexe premier de l'homme, mais ça n'apporte pas beaucoup d'argent. Quand l'immunité est là, aucune maladie ne peut rentrer, même pas le cancer. Les Européens ont leur manière de se soigner, ils ont créé des choses et comme ils ont dominé le monde, ils l'ont imposé partout. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne vivaient pas avant. C'est ça ce que l'humanité oublie. Donc, le défi est aux Africains de mettre en exergue, avec tout le support qu'il faut. C'est pourquoi nous félicitons beaucoup le président malgache, ce qu'ils ont. Pourquoi les produits traditionnels africains ne sont pas pris au sérieux? Où réside la difficulté pour les praticiens à faire des essais cliniques? Pourquoi et comment développer une politique nationale de santé intégrant la médecine traditionnelle africaine? Pour en parler, j'ai 2 invités. Amel Bouzabata, spécialiste de la médecine traditionnelle et maître de conférences en pharmacognosie à l'université Annaba en Algérie. À ses côtés, Alfred Babo, professeur d'anthropologie et d'études internationales à Fairfield University aux États-Unis. Tout d'abord, Amel, l'appellation tradipraticien inclut énormément de termes. Les accoucheuses et docteurs traditionnels, les herboristes, les guérisseurs, les tradithérapeutes, bref, qu'est-ce qu'un tradipraticien? Un tradipraticien, c'est une personne reconnue par la collectivité qui est considérée compétente pour diagnostiquer les maladies invalidantes grâce à l'emploi de substances animales, végétales, minérales et d'autres méthodes basées sur le socioculturel ou le religieux.
Donc, d'autres pays également reconnaissent l'exercice de la médecine traditionnelle en Afrique, comme par exemple la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger et la République centrafricaine, ce qui n'est pas le cas en Algérie, puisque en fait, la réglementation n'est pas encore bien définie. Voilà. Alfred, avez-vous observé un changement dans ce secteur? Il y a peut-être une évolution. Il y a une évolution qui est faite, c'est que déjà la reconnaissance est déjà un grand pas. Le fait de reconnaître qu'il y a des praticiens qui ont prouvé qu'un certain nombre de maladies qui n'ont pas trouvé de guérison dans la médecine dite moderne et qui ont convaincu qu'ils ont pu guérir certaines de ces pathologies. Donc, certains États ont effectivement reconnu, et je pense qu'un État comme en RDC, la médecine traditionnelle est pratiquement en côte à côte avec la médecine moderne. Alors, en tant que spécialiste de la médecine traditionnelle, Amel, pouvez-vous nous rappeler son rôle dans le renforcement de l'immunité? C'est principalement ce qu'on appelle l'immunostimulation. C'est-à-dire quoi l'immunostimulation? Ça veut dire que ça augmente l'organisme à résister vis-à-vis d'infections, par exemple virales ou bactériennes, en période hivernale. Donc, nous avons plusieurs produits naturels qui sont utilisés dans ce sens. Nous citons quelques exemples, comme par exemple l'échinacée, qui est très connu et très utilisé en association avec le ginseng. L'ail qui qui a confirmé ses utilisations traditionnelles pour le virus de l'influenza H1N1, et un autre exemple comme le gingembre qui a également confirmé son utilisation contre le virus respiratoire syncytial humain. Donc c'est principalement l'immunostimulation. Alors en Afrique, des produits traditionnels contre le Covid-19 sont mis en avant pour leur valeur préventive qui renforcerait le système immunitaire. Et cette liste se rallonge. Covid organique, sphagaricine, apivirine, ces remèdes sont très commentés dans les médias occidentaux. Alfred, quel est votre regard sur cette couverture médiatique? Il y a une sorte de rapport qui est fait ou de commentaires qui sont faits sur ces produits qui remettent plus ou moins en cause leur crédibilité. Okay? Et donc, parfois, c'est avec un peu de suspicion ou de manque de sérieux, et il n'est pas tout de suite accordé une certaine crédibilité aux travaux ou bien à ces découvertes ou à ces listes qui sont faites. Et pourquoi, selon vous, les gens ne prennent pas ces pistes au sérieux? Certainement aussi parce que, comme vous le dites si bien, la liste se rallonge, donc on a l'impression qu'il y a une créativité qui se fait, qui ne se fait pas forcément dans le sérieux, et qui ne se fait pas selon les standards qu'il faut. La médecine, si je dois l'appeler médecine traditionnelle, ou moi je dirais médecine africaine de façon générale, elle souffre peut-être dans un premier temps d'un manque d'organisation. Et avant même son organisation, elle souffre d'un manque de reconnaissance de la part des autorités étatiques et des autorités sanitaires. Ce modernisme ou bien cette capacité à être beaucoup plus scientifique doit être faite par les autorités elles-mêmes. Mais si les autorités ne le reconnaissent pas, c'est sûr que ça ne pourra pas marcher. L'autre dernier facteur que j'aimerais citer, c'est ce qui vient des praticiens eux-mêmes de cette médecine. Et parfois, lorsque cette médecine est associée à du charlatanisme et à beaucoup de faux praticiens qui s'insèrent et qui profitent peut-être de la pauvreté ou du manque de moyens des malades pour vendre des décoctions ou des choses qui ne guérissent pas du tout, ou bien un seul produit qui guérit 1000 pathologies. Évidemment, ce manque de sérieux fait que tout le corps et l'ensemble de cette branche souffrent énormément. Effectivement, selon l'OMS, la médecine traditionnelle doit être soutenue par des études scientifiques et des essais cliniques. Alors Amel, à quoi ça sert un essai clinique?
il est indispensable pour évaluer ce qu'on appelle l'efficacité et l'innocuité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'innocuité? L'innocuité, ce qu'on appelle de safety en anglais, c'est la sécurité du patient. Et l'efficacité, c'est l'effet thérapeutique de ce produit. Donc, en d'autres termes, c'est l'effet pharmacologique ainsi que l'effet toxicologique. Est-ce que ça atteint la sécurité du patient et de la population en général? Est-ce que vous pouvez nous expliquer où réside la difficulté pour ces praticiens à faire ces essais? Alors, la difficulté réside où? Donc, l'essai clinique, il comporte 4 phases. C'est un essai qui est lent à mettre en place puisque ça demande un protocole bien précis qui dépend également des autorités réglementaires et d'un comité d'éthique du pays en question. Et chaque pays, il a une réglementation bien précise. La difficulté, c'est de mettre en place l'essai clinique. Ça veut dire d'avoir l'approbation du comité d'éthique, des autorités sanitaires, de mettre en place donc l'équipe en question. Tout ça, ça prend énormément de temps et d'efforts et d'énergie. Amel, est-ce que les pays africains, ils ont besoin de la reconnaissance de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour valider ces produits? Ils ont surtout besoin de standards internationaux pour la conduite d'essais cliniques dans le cadre de normalisation, c'est-à-dire que ça doit être normalisé, standardisé et pour communiquer tous les résultats avec une transparence claire. Parce qu'ils peuvent conduire des essais cliniques, mais ils ne communiquent pas, c'est pas assez transparent. Donc la collaboration, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé ne serait que bénéfique à cet égard et ne serait qu'apporter du plus, à mon avis, pour la création d'un réseau, pourquoi pas africain, ainsi faciliter la recherche clinique de ces produits naturels. Si on prend par exemple l'exemple de l'apivérine que vous avez cité, nous n'avons pas encore d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité de ce produit. Cependant, il y a des études cliniques faites au Burkina Faso, sans qu'il y ait d'études scientifiques publiées ou communiquées pour ce produit. Et au Bénin, on a interdit justement la commercialisation de l'apivérine. Donc la preuve, c'est qu'il doit y avoir une nécessité et d'harmoniser tous ces essais justement pour commercialiser ces produits naturels. Une harmonisation panafricaine des essais pour une reconnaissance de l'OMS. Qu'est-ce que vous en pensez, Alfred? Je me dis que il y a tellement d'enjeux qui, quoi qu'on dise, il faut le reconnaître que l'OMS est sous l'emprise quand même ou collabore avec des firmes internationales, des firmes de pharmacie internationales et nul ne peut négliger ou ignorer l'ensemble des pressions qui sont faites sur et des intérêts, des enjeux financiers qui existent et auxquels l'OMS, qui est une organisation internationale, n'échappe pas forcément. Donc, sur ce plan, je pense que les pays africains, et ça c'est ma position, les pays africains ont la possibilité, sinon devraient, pouvoir faire conduire les essais cliniques et pouvoir convaincre l'OMS par l'ensemble du processus scientifique qu'ils mettent en place, de sorte que l'OMS puisse, même s'ils ne reconnaissent pas au début, mais que le travail et le sérieux qui est fait et les résultats qui en sortent s'imposent à l'OMS. Mais il ne faut pas rechercher forcément l'approbation de l'OMS au tout début, avant de commencer quelques essais cliniques ou bien de lancer des recherches. Moi, je pense que sur ce plan, certains Africains ont été freinés, certains chercheurs africains ont été freinés parce que certains laboratoires, grands laboratoires, n'ont pas forcément trouvé d'intérêt dans ces recherches, même si ces recherches étaient peut-être prometteuses. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire des recherches, qu'il faut pouvoir avoir des standards nationaux, il faut pouvoir encourager ces recherches et puis convaincre l'OMS et l'ensemble des organisations sur la validité des travaux et des résultats qui en sortent. Lors d'une récente interview donnée sur une chaîne de télévision française, le président malgache n'a pas voulu communiquer sur toute la composition de son remède, le Covid organique. Amel, un commentaire à ce sujet? Déjà, le président de Madagascar, il a ses raisons, donc je n'entre pas dans ce détail. Mais la composante principale du Covid organique, c'est déjà, il faut connaître, c'est l'armoise annuelle. À 62%, il est constitué d'armoise, c'est une plante qu'on appelle Artemisia annua scientifiquement.
L'OMS, en fait, pourquoi elle a mis en garde, elle nous a mis en garde contre ce produit, puisqu'il n'y a pas assez de données scientifiques claires qui prouvent justement l'efficacité, on revient toujours vers l'efficacité et l'innocuité, la sécurité vis-à-vis du patient. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un minimum de données concernant la composition de ce produit. Donc, je pense, à mon avis, que la composition reste très importante, même si on essaye par justement protéger la propriété intellectuelle. C'est pour ça que peut-être le président ne souhaite pas divulguer toute la composition. Alfred, d'accord ou pas d'accord avec le président Rajouel? Moi, je pense que le président malgache a tout à fait raison de ne pas dévoiler la composante. Et comme Amel l'a dit, hein, je pense qu'une bonne partie, tout le monde sait ce qui constitue déjà le socle, sinon l'essentiel de ce Covid organique. À 60%, tout le monde connaît cette plante. Et on sait même que cette plante est combattue par l'OMS dans le cadre d'un autre traitement, je crois, pour le paludisme et tout le reste. Donc, je pense que l'OMS est dans les critiques qui sont faites à ce remède, c'est que en même temps qu'elle dit qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour évaluer l'acuité et peut-être la sécurité des patients, en même temps, il n'y a pas de données non plus qui disent que des patients ou bien des gens qui en ont bu en sont morts. Voilà. Donc, je pense qu'il faut donner la possibilité. Si l'OMS avait dit nous avons un certain nombre de réserves, mais nous devons encourager et accompagner les autorités sanitaires malgaches et le président malgache à conduire des cliniques pour pouvoir véritablement s'assurer que tout marche. En ce moment, moi, je pense qu'il n'y aurait pas peut-être eu cette réaction que beaucoup d'Africains ont eue. Et je pense que la réserve du président malgache s'inscrit justement dans peut-être les accointances de l'OMS avec toutes ces firmes pharmaceutiques. Parlons maintenant de transmission de connaissances. Amel, en Algérie, est-ce qu'il y a une transmission de connaissances des tradithérapeutes? Nous n'avons donc pas qu'en Algérie, nous avons le cas en Afrique où l'activité du praticien reste très très peu réglementée ou pas réglementée du tout. Donc, ce qui empêche justement une bonne transmission s'il n'y a pas une réglementation définie, cadrée, une formation également cadrée par les autorités sanitaires et justement l'introduction de la médecine traditionnelle dans un système de soins. Qu'est-ce qu'il manque, Alfred, pour une meilleure transmission des connaissances? En ce qui concerne la transmission, je pense que ce qui manque pour l'instant, c'est au-delà de la reconnaissance, il faut maintenant mieux organiser le secteur pour que les praticiens ne restent pas dans ce flou ou bien dans ce caractère, disons, sacré ou dans ce caractère obscur. Okay? Et qu'ils puissent éventuellement avoir des canaux de transmission qui soient reconnus par l'État dans le cadre d'un certain nombre peut-être d'ateliers ou bien de choses où ils puissent véritablement collaborer avec les universités. Ce que je voulais dire, c'est que la transmission ne doit pas être seulement la transmission de père en fils qu'on connaît, par exemple, chez les praticiens de façon sociologique, ou du grand-père à son petit-fils. Et quand on parle de transmission, ça doit aussi concerner la capacité de ces praticiens à enseigner ce qu'ils savent à des étudiants en médecine, en pharmacologie, en pharmacie, en biologie et tout ça. Donc, moi, je pense que cette transmission ne doit pas rester dans le cadre uniquement traditionnel, mais que cette transmission peut se faire aussi du praticien à un étudiant qui fait des cours normaux et qui est dans des disciplines scientifiques. Amel, pourquoi et comment développer une politique nationale de santé intégrant la médecine traditionnelle? Parce qu'en fait, la médecine traditionnelle, elle est connue pour sa popularité, elle est connue pour son accessibilité, donc elle est plus accessible et pour son coût abordable par rapport aux médicaments. Donc, et ainsi, si on consomme beaucoup plus de plantes, on pourrait diminuer les coûts économiques dans l'utilisation d'importation de médicaments importés par les autorités.
Encourager donc et développer la médecine traditionnelle viserait à quoi en fait? Elle viserait à promouvoir une politique nationale de production des produits naturels à base de plantes et donc une meilleure croissance économique sur le plan pharmaceutique. Alors justement, pour intégrer la médecine traditionnelle, il y a plusieurs points qu'on pourrait aborder, comme par exemple formuler une réglementation claire qui reste donc une étape cruciale pour l'intégration de la médecine traditionnelle dans un système de soins, établir donc une pharmacopée nationale. Qu'est-ce que c'est une pharmacopée nationale? C'est un ouvrage qui comporterait donc toutes les plantes médicinales du pays en question avec toutes les utilisations traditionnelles, ainsi également rapporter toutes les études faites justement sur l'innocuité, on revient, c'est-à-dire la sécurité, et l'efficacité, c'est-à-dire l'effet thérapeutique. En parlant de sécurité, il faut noter que l'environnement d'aujourd'hui, c'est plus celui d'hier et qu'avant, il y avait moins de pesticides. Alors, est-ce que ça équivaut désormais à plus de risques de consommer des plantes, Amel? Il est évident qu'il y aura un impact puisque l'utilisation de pesticides ne pourrait qu'être néfaste pour la santé de l'homme. Donc, il y a l'utilisation des pesticides, il y a aussi le réchauffement climatique qu'on est en train de subir actuellement. Donc, peut-être que dans le futur, il y aura des actions justement pour encourager plus l'aspect écolo et l'aspect justement pour favoriser justement le retardement de ce réchauffement climatique. Alors, dans une tribune dans Le Monde, Alfred, vous avez appelé à faire la rupture en transformant la médecine dite traditionnelle en système sanitaire moderne et enraciné dans la culture africaine. Comment vous pouvez nous l'expliquer? Et je pense que si les États africains décident de reconnaître cette médecine traditionnelle et de pouvoir la faire passer de sa forme traditionnelle à une forme beaucoup plus moderne, pas moderne dans le sens du suivisme occidental, mais de faire en sorte que tous les éléments dont parle Amel, c'est-à-dire trouver les principes actifs, trouver le niveau de toxicité, élaborer une posologie claire et tous ces éléments pour que ces médicaments ne soient pas abusés et que ces médicaments puissent effectivement soigner. Je pense qu'il appartient aux États africains de s'engager à faire cela. Et c'est seulement à ce niveau-là que nous allons avoir une médecine, des soins de santé qui soient adaptés à quelque chose qui existe déjà. Moi, je vais finir là quand je prends l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Occident. En Occident, il y a cette course massive à ce qu'on appelle les produits organiques. Okay? Il y a cette course à tout ce qui est herbe, à tout ce qui est thé, à tout ce qui est produits naturels. Mais ce sont des choses qui sont plus ou moins existantes encore dans une bonne partie de l'Afrique. Donc, ne renversons pas. Pendant qu'eux, ils ont tellement utilisé des produits chimiques, ils courent maintenant vers des produits naturels. Nous, si nous avons des produits naturels, il appartient à nos États de les mettre en avant et de les systématiser pour qu'ils puissent servir à leur population. On débat s'achève. Merci aux invités d'avoir participé. Amel Bouzabata et Alfred Babo, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page YouTube. C'était Raissa Girondin avec vous. Prenez soin de vous.